Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Depuis l'arrivée de Cyrus Ngo à la direction du port autonome de Douala en 2019 jusqu'à ce jour, on peut faire un constat positif sur la gestion du port. Une grande partie de l'opinion publique camerounaise reste donc perplexe sur la cabale lancée contre le directeur général du port. L'homme politique Limbi Lobé pense que la justice est d'abord rendue au nom du peuple camerounais, et par conséquent, invite la justice à faire preuve d'indépendance, de professionnalisme et de lucidité dans cette affaire contre le directeur général du port autonome de Douala. Mais comment bien comprendre cette cabale lancée contre Cyrus Ngo, le directeur général du port? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et Limbi Lobé qui sont sur le plateau de LTM, la télévision du monde. Suivons. Nous aurons avec vous et notamment une actualité qui défraie la chronique depuis pratiquement 3 semaines maintenant. On en parle, on en reparle, on y revient toujours. L'affaire du port autonome de Douala. Pourquoi autant de remous autour de cette actualité-là? Je suis très préoccupé par ces remous justement. Parce que je suis un prestataire au port depuis 22 ans. Et j'ai connu la direction générale de M. Tchouta Moussa. Après Tchouta Moussa qui est décédé malheureusement, c'était l'époque où une facture mettait 8 mois pour qu'on la paye, et il y avait une entreprise qui appartenait justement à M. Tchouta Moussa et des gens autour de lui qui s'appelait la SFID, qui gagnait quasiment les marchés du port et qui était financé le port pour exécuter les marchés. Des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas fait de bruit. Après Tchouta Moussa, il y a eu Siam Siewe, tout le monde sait où il est. Et le port ne gagnait pas de l'argent. Après Siam Siewe, il y a eu Etundi 1. J'ai connu Etundi 1 où la gestion du port a commencé à être rationnelle, rationalisée. Et avec Etundi 1, les prestataires avaient commencé à respirer un peu. Parce que, comme vous savez, le port, comme d'autres grandes entreprises nationales camerounaises, sont des tracteurs économiques. Ça tire l'économie. Si le port se porte bien, comme une grande entreprise comme, je ne sais pas, Pechner, Alucam et bien d'autres, ça se ressent dans l'économie. Et tout dit on commençait à payer les factures autour de 60 jours. Puis tout dit est parti, on a eu Dayas. J'ai connu Dayas qui a été poursuivi au TCS, condamné et qui a réussi à s'enfuir. Et le port ne gagnait pas d'argent. Après Dayas, il y a eu Etundi 2. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le même Etundi est revenu. Il est revenu, mais il est décédé aussi. Voilà. Donc, ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, oui, c'est vrai. Je n'aurais pas dû oublier d'ailleurs. Après Etundi 2, il y a eu Cyrus Ngo. Donc, je suis un grand témoin de l'évolution du port depuis 22 ans. J'ai vu avec ce directeur général une entreprise qui a commencé à gagner de l'argent au mieux des intérêts du Cameroun. Une entreprise qui a commencé à moderniser son outil de travail. Et j'ai beaucoup apprécié l'opération de reprise en main du terminal à conteneurs, qui est un gisement d'argent. Et le port a commencé à sortir de l'erreur dans laquelle
des entreprises comme Camtel sont tombées en prenant la téléphonie mobile pour la confier aux intérêts étrangers qui ramassent de l'argent dans des sacs. Parce que les grands prestataires de téléphonie mobile gagnent énormément d'argent qui n'a rien à voir, l'argent qu'ils gagnent n'a rien à voir avec ce que le Cameroun gagne en termes d'impôts que ces acteurs le port se porte nettement mieux qu'hier. Le port a connu une modernisation de son outil. Ça se voit dans la capacité que le port a acquise à décharger rapidement les navires ou à les charger rapidement, ce qui est extrêmement important dans la compétitivité de ce type d'entreprise. Je suis estomaqué de voir que une espèce d'ambiance se met en place dans le pays où je me demande si les gens ne sont pas arrivés à un stade où on instrumentalise l'outil judiciaire à des fins de règlement de comptes politiques pour obtenir la liquidation de certains acteurs qui peuvent déranger. Parce que je suis préoccupé par cette ambiance où des gens convaincus que avec la corruption, on peut tout faire au Cameroun. On peut gagner les procès. On peut faire perdre les procès. On peut vous faire arrêter. On peut vous faire mettre en prison le temps qu'on veut que vous restiez en prison. Parce que la corruption a gangréné tout le secteur. Mais en même temps, la justice est en train d'être un outil que les acteurs, les professionnels de l'intrigue manipulent, instrumentalisent. Parce que, vous voyez, on peut prendre Etondé Koto, on le détient 8 ans, et puis après 8 ans, on dit non, il n'a rien fait, on s'est trompé, mais on le remet en liberté comme si de rien n'était. Pourtant, on a bousillé ce qui avait intérêt, parce que l'État, le régime noble de l'État de droit, n'a pas intérêt à ce que la justice soit instrumentalisée par certains individus à des fins de règlement de compte. Donc, nous sommes ici dans un système, nous attendons de voir et de comprendre très bien qu'est-ce qui se passe au port. Pour que, au moment où quelqu'un qui essaye de ramener la clarté dans la conduite des affaires du port, qui essaye de fermer les passe-droits, qui essaye de ramener tout le monde à sa juste place, pour qu'il n'y ait pas d'acteurs au port qui sont au-dessus de toutes les règles, qui peuvent faire comme ils veulent. Par exemple, la question du terminal à conteneurs dont vous avez consacré d'ailleurs une émission ici pour ça, on s'est très bien rendu compte que ceux qui utilisaient le terminal à conteneurs ne donnent à conteneurs, eh bien, la Constitution dit que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Si c'est cela, il faut... Et les intérêts des acteurs étrangers. Au point que la balance bascule du côté des intérêts étrangers. Il faudrait donc que la justice sache qu'elle est rendue pour les intérêts du Cameroun. Merci beaucoup. Et lorsque les intérêts du Cameroun sont en jeu face à des intérêts étrangers, il est bon que la justice n'oublie pas qu'elle est rendue au nom du peuple camerounais. Alors, Président Bandakani, on a des faits, des éléments qui ont été présentés durant ces premières prises de parole, et aujourd'hui, est-ce que malheureusement Cyrus Ngo paie les frais de sa bonne gestion, ou au-delà de tout, c'est un acteur au cœur d'un vaste réseau, et ce réseau est en train de le lâcher? Peut-être. Ce sont des analyses qui ont été faites ici par des acteurs, soit de l'opposition, soit du parti au pouvoir. Premièrement, il faut
rappeler que des éléments qui appartiennent au système judiciaire ne sont pas la justice dans son ensemble. On ne peut pas condamner tout un corps judiciaire parce qu'il y a des brebis galeuses, n'est-ce pas, qui veulent justement que les Camerounais n'aient plus confiance en leur justice. Donc ceux qui généralisent à tout le corps judiciaire les comportements délictueux, amoraux de certains éléments de la chaîne judiciaire sont responsables de leurs propos. Je crois à la justice de mon pays et je n'ai pas deux pays. Deuxièmement, j'ai entendu ici et là, sauf si j'ai mal entendu, que M. Sélim Gore a commis des impairs, des fautes. Ben, il faut qu'on désigne ces fautes-là. Il faut qu'on dise quels sont les impairs qu'il a commis. Les éléments qui sont sur la table, publique actuellement, sont des faits. Tels que ces faits sont illustrés, démontrent qu'il n'a rien à se reprocher concernant ces faits-là. En attendant d'autres faits qu'on mettra sur la table, mais sur les faits concernés, le fameux marché spécial dont parle Maître Ledio, n'est-ce pas? Mais quand on lui reproche quoi? C'est quand même terrible d'accuser quelqu'un qui n'est qu'un exécutant d'ordre qu'il reçoit de sa hiérarchie. C'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire a un devoir d'obéissance à sa hiérarchie. D'abord, c'est le principe, d'abord. Et sur la question, quand vous voyez toutes les procédures et toutes les étapes qu'il faut, n'est-ce pas, parcourir pour que le marché soit exécuté, mais bon Dieu, il faut laisser ce monsieur tranquille, on parle de quoi? C'est une cabale, c'est clair, c'est une cabale. Doublée d'une lâcheté qui ne peut tromper que les naïfs, parce qu'on voit très bien que les gens ne veulent pas. Mais si on veut installer dans l'affaire, il faut commencer par arrêter M. Ngongo. C'est pas lui qui est dans le marché. C'est Céline Gore. Céline Gore a quel pouvoir de donner un marché de ce niveau? Il n'en a pas. Même au niveau du port, les procédures d'attribution de marché sont très rigoureuses, du moins en apparence. Et il y a beaucoup d'intervenants dans la chaîne avant que le DG du port ne donne un marché. De quoi est-ce qu'on parle? Il a fait quoi? Il n'y a pas de rien à faire. Les faits là qu'on a mis sur la place publique là, il n'a rien à se reprocher. Et si les gens sont sérieux, il faut commencer par arrêter le secrétaire général de la présidence du Cameroun. Si on explique que c'est un marché délictueux, il faut commencer par le secrétaire général de la présidence du Cameroun. Et quand on va finir avec lui, il faudra toucher le chef de l'État. Parce que vous faites semblant de ne pas voir que le port, c'est un domaine extrêmement sensible et particulier dont la gestion dépend entièrement de l'État. Les gens font semblant de ne pas voir ça. D'ailleurs, ce marché en question, on peut dire que c'est un marché militaire à la limite. Parce que qui pilote son port? Qui gère ça? C'est l'armée qui gère ça. C'est l'armée qui gère ça. Donc il y a des éléments de ce marché qui démontrent qu'il faut laisser ce pauvre monsieur tranquille. Et si les gens sont sérieux, on sait qu'il faut attaquer. Mais quand on lance le secrétaire général de la présidence, je dis bien que si on suppose que le marché a des éléments il y a des fautes de procédure, il y a des détournements. Mais il faut toucher qu'il faut toucher. Dans le communiqué du PAD qui est sorti, on vous dit clairement que, mais, quand on parle de l'argent, mais les gens font semblant d'oublier que mais, vous ne pouvez pas sortir l'argent dans ce pays n'importe comment. Mais la BA qui est là, non? C'est la BA qui assure la police des transactions financières. Quand il a beau décider que donner l'argent, faire sortir de l'argent pour aller alimenter un compte, c'est la BA qui estime que cet argent-là, il y a des vices de procédure, il y a des soupçons que cet argent serait d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, irrégulier, la BA stoppe ça. En droit de la BA, au niveau des banques. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc, il y a tout à dire que cette affaire-là, c'est un flou organisé, avec une dynamique de l'échange, d'assassinat médiatique d'un individu qui n'est qu'un joueur, qui n'est qu'un joueur d'une bataille qui est une bataille politique pour succéder au chef de l'État. Et par rapport à ça, on cherche des appuis extérieurs, on donne des gages à la France, en confiant, n'est-ce pas, en assurant à M. Bolloré la retrocession de quelque chose qu'il estime lui appartenir. Et les éléments sont là. On peut convoquer ici une procédure judiciaire que M. Bolloré a engagée dans une prétendue chambre d'arbitrage à Paris, où ses amis, c'est un des arbitres qu'il a dit, ses amis, n'est-ce pas, ont condamné le port. À la suite de ça, M. Bolloré a décidé de saisir les comptes du port, autonome de Douala. Ça c'est récent, vous le savez. Le port s'est pourvu, n'est-ce pas, au niveau de la cour à Ouada, la cour là-bas à Ouada, qui a rappelé, n'est-ce pas,
pour le cas d'espèce, le tribunal administratif de la ville de Douala, qui a donné un verdict favorable à M. Bolloré, que cette juridiction n'était pas compétente. Mais ça n'a pas empêché que ce tribunal se ponde encore, n'est-ce pas, en démarche judiciaire pour dire que nous sommes compétents. Et sur la question, pour une fois, il y a un silence de la France qui est terrible. Vous voyez, pour une fois, une cour nationale défie une cour internationale, entre guillemets, et on ne dit rien. Ça n'a pas été Bolloré. Personne ne serait en train de dormir dans ce pays. On vous aurait rappelé la supériorité des conventions internationales sur le droit national. Pourquoi sur la question-là, silence total, la France ne dit rien. Alors que le Rwanda, c'est la France. Le Rwanda, c'est la France. Ça, c'est autre chose. Deuxième élément que je voudrais soulever, c'est que on ne peut pas nous interdire, nous les hommes politiques, de parler d'un sujet parce que c'est un jugement, dit-on, alors que ceux qui gèrent cette affaire se sont arrangés à déverser tout dans les réseaux sociaux. Il y a là une discrimination qui n'a pas de sens. Pourquoi les réseaux sociaux ont toutes les informations confidentielles d'un État et nous, on nous interdit, nous, de parler de ça sur des plateaux de télévision? Au nom de quoi? Je veux que mon ami de l'EPC m'explique ça. Des documents confidentiels de l'État, son problème, c'est le MSC, en violation de toutes les procédures en la matière, sont livrés dans les mains. Par les militants du MSC, il faut préciser. S'il vous plaît, laissez M. Bandakani. il a un problème avec le MSC. S'il vous plaît, merci. M. Bandakani. Je ne sais pas comment ça arrive dans les mains de ces militants. Peut-être vous allez m'expliquer tout à l'heure, mon cher ami et frère. Je constate simplement que, en violation de toutes les règles de procédure en la matière, les documents classés top confidentiels de l'État sont livrés à des individus sans foi ni loi, dont la réputation est connue et qui s'en servent à leur guise, en mettant en péril la sérénité nationale. Et même, tout à l'heure, Inglobe a parlé d'une mauvaise ambiance. Il est simplement poli dans sa discours, mais c'est une ambiance de déstabilisation générale. Donc, je vous rappelle qu'en 2018, il y a un premier ministre qui s'appelle Jean Philémon, qui a tenu un conseil de cabinet avec pour ordre du jour, en partie, cette question-là, et qui avait interpellé Madame la ministre Libom Minette sur la question, qui nous avait promis des mesures extraordinaires qui devaient être prises. Jusqu'à présent, il n'y a rien. On a l'impression que l'État organise lui-même la fuite des documents confidentiels. Parce que les barons du régime sont dans une guerre de succession politique. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est une affaire éminemment politique. Elle est éminemment politique. Comme vous savez, d'abord, il faut qu'on parle de ça. Là. Allez-y. Mon cher... allez-y, président Bandakani. Le dénonciateur, quelqu'un lui a dit tout à l'heure qu'il est très puissant. Je ne sais pas si c'est une performance d'avoir 3 condamnations contre soi. Contre soi. Donc, il est très puissant. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas une performance. Il est puissant pourquoi? Il est intouchable. Il est protégé par qui? Mais pas les barons connus de ce pays. Il y a un club de ministres à Yaoundé qui protège un type comme ça. Mais c'est cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi il est prétendument puissant. Mais quel est ce monsieur qui est condamné 3 fois, mais qui en plus le dénonce? Quelqu'un qui est dépositaire, n'est-ce pas, d'une autorité, qui est dépositaire, n'est-ce pas, de l'autorité publique pour gérer un patrimoine public dans les formes qui sont connues. Lui, il a confisqué le patrimoine de l'État du Cameroun depuis combien d'années? Mais à tout. Pourquoi on n'en parle pas? Ces gens qui sont si sérieux là, qui veulent sauver le patrimoine de l'État, qui cherchent l'argent, n'est-ce pas, qui disparaît et tout et tout, pourquoi ne disent rien à M. Atou? Au nom de quoi M. Atou peut confisquer depuis des années le bien de l'État? Le patrimoine de l'OCPB, l'ONG-FECAM, l'ONPC, ce sont des immeubles, des terrains immenses et tout et tout. M. Atou confisque ça, pourquoi? Il est qui? Vendu même. Il est qui, M. Atou? Il faut qu'on en parle. Il est qui? Donc, les gens qui déclenchent l'action de l'État au niveau de la justice pour amener le directeur général de la régie à terminer la conteneur directement comme ça dans une procédure de lynchage, carrément médiatico-judiciaire, comment ils font pour ne pas voir que le dénonciateur est pratiquement quelqu'un qui a confisqué le patrimoine de l'État? À quel titre? Il n'a même pas de charge. Il n'a ni mandat ni qualité. Au nom de quoi M. Atou conserve tout ça? Mais pourquoi dans ce pays on fait comment ne pas voir ça? C'est quand même un scandale. Pourquoi on ne voit pas ça? C'est pour dire à mon ami de l'EPC que mais c'est une affaire politique. Si c'est le droit, dites-moi comment dans ce pays on n'est pas en train de voir que M. Atou a confisqué les biens de l'État du Cameroun.
Dites-moi, pourquoi fermer les yeux? Pourquoi le commissaire, tous ces gens qui ont déclenché la procédure contre Seydou Ngo ne voient pas que monsieur Atou, malgré les rappels à l'ordre du chef de l'État, conserve un patrimoine de l'État qu'il pille à sa guise. Parce qu'il est protégé par les barons de Yaoundé, qui sont membres de votre parti. C'est cela qu'il s'agit. C'est en cela que c'est une affaire politique. Les patriotes camerounais, de tous bords, et c'est ce que je vois ressortir de ce plateau, y compris mon ami Dieu de Plessis, ne peuvent pas accepter ça. Que pour une fois, ça fait que pour une fois, depuis que l'État s'est lancé dans les privatisations, c'est de cela qu'il s'agit, M. Bolloré a acquis le port dans les conditions que tout le monde sait, des conditions ultra mafieuses. Je dis bien ultra mafieuses. Vous vous souvenez de l'affaire Dupuis-Dobi, qu'il a opposé à M. Dupuis-Dobi. Donc, la Banque mondiale a dit donnez le marché à ce monsieur, il est compétent pour ça. La présidente a dit donnez le marché, mais M. Bolloré a réussi quand même à obtenir ce marché sans libérer aucun capital, mon cher ami. Puisque vous savez qu'il y a une procédure engagée par un syndicat de port à Paris par rapport à ça. Comment il a obtenu le marché? Parce qu'il a corrompu des ministres à Yaoundé, qui veulent prendre le pouvoir et qui ont une dette envers lui, à tout prix qu'il lui avait garanti que M. Bolloré, ne vous inquiétez pas, on va reconduire la concession. Attendez, je veux chuter. Ça très rapidement, s'il vous plaît. Laissez-moi, je veux chuter. S'il vous plaît. Qui lui ont rassuré qu'on va, tu vas gagner l'affaire. La preuve, c'est que son directeur régional Afrique, à l'époque, avait dit, en 2019 décembre, que la concession est acquise. Il a fait un communiqué. Tout à fait. Tout à fait. Au point où M. Seydou Ngo avait été obligé de dire que, mais monsieur, aucune concession n'est acquise. Pourquoi pouvait le dire? Alors que, manifestement, la concession est encore concrète. Mais combien? Parce que, justement, et nous savons de quoi nous parlons. Des ministres à Yaoundé, c'est une clique de ministres, c'est une clique de barons qui ont juré que le Cameroun n'aura pas de paix tant qu'ils ne sont pas au pouvoir. Et il faut démontrer à la France qu'ils ont les couilles, permettez-moi l'expression, qui sont forts, qui peuvent casser un type comme Seydou Ngo, qui peuvent abattre toute dynamique patriotique dans le pays. Il faut démontrer ça. Voilà pourquoi vous voyez, en violation de toutes les procédures, les règles de procédure, on porte atteinte, n'est-ce pas, à l'honneur d'un patriote qui n'a fait que son travail. Les patriotes camerounais ne peuvent pas laisser faire. D'accord. Tout à l'heure, il a convoqué le cas de Fondinda. Il a convoqué le cas de Fondinda et des autres. Oui, il a raison de le convoquer. C'est pratiquement le même réseau qui est à l'œuvre. Je dis pas que l'État est prêt. C'est le même réseau. Si on vous explique les raisons qui ont amené Fondinda en prison, et Meto, mais c'était la France. Et quand vous parlez de la France au Cameroun, c'est la même clique des ministres à quelques détails près. Sauf qu'à l'époque, l'opinion à travers les réseaux sociaux n'était pas aussi sensibilisée sur ces questions comme maintenant. Il n'y avait pas eu certaine dynamique panafricaniste dans le continent qui mettait, n'est-ce pas, sur la table ces questions géopolitiques. Et nos Fondinda et les autres ont payé malheureusement. Alors, Abel Limbi-Robert, aujourd'hui on a le sentiment que finalement l'affaire Bolloré n'est pas sortie de l'ordinaire. Elle reste au cœur même peut-être de ce qui tourne sur la place portuaire de Douala. C'est parce que je connaissais la tournure que cette émission allait prendre que j'ai commencé par rappeler un principe qui est que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Et j'ai posé la question. Si les intérêts du peuple camerounais sont sur la balance avec des intérêts étrangers, est-ce que la justice sera dite au nom des intérêts étrangers ou bien elle sera dite au nom des intérêts du peuple camerounais? Évidemment, la question est éminemment politique, mais pour la première fois, les juges ne vont pas être en dehors de la politique. Parce qu'ils ne le sont pas dans d'autres pays. Lorsque les intérêts du pays s'affrontent avec des intérêts étrangers à l'intérieur du pays, la justice fait partie de ce qui doit protéger le pays. Il faut que nos juges le sachent. C'est pour ça que nous avons dit que lorsque la corruption gangrène un pays, tout le monde doit savoir que chacun peut payer le prix. Parce que vous ne savez plus à quel moment
on peut amener les gens à sortir de leur mission fondamentale pour faire du n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai gardé à nos juges. Au juge. Aux juges. D'accord. Un petit morceau. Et c'est dans Lévitique. C'est Moïse qui enseigne au peuple juif. C'est un homme de valeur. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 15, il est dit, « Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. » Bien. Très bien. Ne commettez pas d'injustice dans le jugement. Vous allez juger. L'injustice, ce sera tout ce qui est contre les intérêts du Cameroun. C'est ça qui sera injuste. Et Moïse dit, tu ne dois pas te montrer partial envers le petit. Et tu ne dois pas avoir de préférence pour la personne du grand. Le grand, c'est les Bolloré. C'est eux les grands. On leur donne une concession et la concession ne peut plus arriver à terme. On ne peut plus la reprendre. C'est terminé, on est coincé. Si vous ne me donnez pas ça, je vous montrerai que je suis un Français. C'est la même chose bientôt. Quand on voudra reprendre le chemin de fer, on ne pourra pas. La bagarre a déjà commencé. Ça doit amener les gens à dire que les Kougnes et les Jo, j'ai toujours dit que c'est des mauvais opposants. Mais aujourd'hui, ils ont dit des choses importantes que nous devons noter. Donc ils ont basculé. Non, ils sont bien aujourd'hui. D'accord. Ils sont bien parce que ils ont dit quelque chose d'essentiel. Cyrus appartient à un système. Il le sait lui-même. Et c'est son système qui fonctionne comme ça. C'est un système qui mange ses propres enfants. Ce n'est pas aujourd'hui que nous dénonçons ça. C'est depuis très longtemps. Mais ce système, des gens se plaisent à le défendre. Tant que c'est bon, pendant quelque temps, c'est exactement ce que Kamto faisait. Quand c'était bon pour lui, il disait que le régime est bon. Il ne l'a jamais dit. C'est pour ça que je vous avais dit que souvent quand on fait des émissions comme ça, dès que je dis quelque chose, vous mettez la vidéo. On les en stop. Voilà. Il a oublié que ce système peut se tourner demain contre lui. Donc vous voulez dire que monsieur Cyrus Ngoa a oublié que le système... Non, pas Cyrus, je parlais là de Kamto et je reviens donc sur Cyrus. Oui. Tu vois alors, tu vois le genre de système auquel vous appartenez. Il n'est pas un système vertueux. Tu as beau être un bon technicien, tu crois que c'est ton devoir de défendre les intérêts de ton pays. Tu prends le terminal à conteneurs et Dieu seul sait que tout le monde a salué la reprise du terminal à conteneurs, évidemment. Sauf ceux qui sont dans la mafia. Et les résultats obtenus sur le plan financier, Kougnes le disait, il n'y a pas de match entre ce que Bolloré prétendait faire gagner au Cameroun et ce que Cyrus fait, sauf que on est dans un système où, et je l'ai dit, les corrupteurs sont convaincus qu'ils peuvent tout faire. Et ils réussissent à tout faire. Pour le moment, le sort de Cyrus est entre les mains des juges. Ah, le technicien disait qu'on n'est pas encore là, c'est le procureur et tout ça. Et Badakani a apporté la nuance en disant que tout le monde qui est dans la chaîne judiciaire, en fait, n'appartient, parce que le procureur, il appartient au ministère public, non? Ben, c'est ça qu'il faut. Et le ministère public, c'est l'exécutif. Vous comprenez? Et nous avons dit tout à l'heure que, attention,
N'utilisons pas le pouvoir judiciaire pour régler des problèmes politiques, des comptes politiques. C'est pour ça que nous mettons en garde les juges en leur disant, Moïse vous dit, nous ne devons pas commettre d'injustice dans le jugement. Parce qu'il y aura un jugement. Vous serez appelés à juger. Pensez à juger au nom du peuple camerounais. Et le peuple camerounais ne peut pas accepter que M. Atou, et le président Badakani a eu raison d'évoquer ça, quand le Joe rappelle que tous ceux qui ont essayé de toucher aux intérêts de M. Atou l'ont payé. Mais on est obligé de nous poser la question de savoir quelle est cette puissance. Quelles sont même ces liquidations qui ne se terminent pas? J'ai entendu Maître Pensi parler l'autre jour de M. Atou comme liquidateur éternel. Ça fait combien d'années la liquidation de l'Office national des ports du Cameroun? Les immeubles de l'Office sont à Bépanda, à côté du stade Omnisport. En vertu de quoi ces immeubles ne sont pas dans le patrimoine du port autonome? Et la bataille avec M. Atou, justement, c'est parce que M. Cyrus Gossan va regarder dans ce passif-là et veut que la liquidation, en fait, qui n'a plus de raison d'exister, ce qui n'a pas été vendu, qui appartenait au port, à l'Office national des ports du Cameroun, soit reversé au port autonome de Douala. Le port ne peut pas loger son personnel dans les immeubles qui avaient été construits par l'Office national des ports du Cameroun. C'est M. Atou qui a ces immeubles. C'est lui qui les gère. C'est lui qui décide de qui habite dedans, de qui n'habite pas dedans, de qui paye un loyer. Personne ne sait à qui ceux qui habitent dans ces immeubles-là payent un loyer. Est-ce que si nous jetons un regard sur cette espèce de toute puissance de M. Atou, ce ne serait pas légitime au moment où nous consacrons nos efforts, tous ici sur le plateau, visent à consacrer l'état de droit. L'état de droit. Est-ce que vous pouvez faire la liquidation de la Régie nationale des chemins de fer toute la vie? Ça ne se termine pas. On ne clôt pas la liquidation, on dit que c'est terminé maintenant. La liquidation a déjà duré plus de 20 ans. L'UNCPB, on liquide l'UNCPB toute la vie, on ne finit pas, la liquidation ne finit pas. C'est ça la question. La liquidation, là, ça ne finit pas. Ça ne peut pas finir. Pour que, comme le Dieu disait, et ce qu'il a dit est juste, c'est connu, hein? Il y a eu des précédents où le cabinet Atou s'est illustré par sa capacité de nuisance. À l'endroit, ce que Badakani a rappelé, il y a eu des injonctions du chef de l'État qu'on a piétiné, comme on est en train de piétiner le don que le chef de l'État a fait à la communauté des Belles. 1570 hectares. Le chef de l'État donne ça aux Belles et les gens entrent en action. Ils sont en train de découper ça. Ils veulent sortir les titres fonciers en des noms à qui le chef de l'État n'a jamais rien donné. C'est pas le sujet. C'est la même chose. C'est-à-dire l'État mafieux ou une catégorie d'individus, c'est ce que Ledjo a dit, c'est ce que Kouye a dit, c'est ce que Badakani a évoqué, c'est approprier la puissance publique et utilise ça comme ils veulent. Au risque que si tu essayes de lever la tête, on utilise l'action judiciaire pour régler les problèmes politiques. Alors, au-delà du règlement, peut-être, Président Badakani, autour de cette question. Je prends en mon compte les remarques. Je ne voulais pas vous, entre guillemets, vous prêter des propos que vous n'avez pas dit. Okay. Maître Le Dieu, je veux simplement, parce que cette cabale, qui est bien organisé, on voit, sous des formes judiciaires, et où on fait semblant de respecter les formes, on fait semblant. Parce que même au niveau des formes, rien n'est respecté. Pas du tout. Rien n'est respecté au niveau des formes.
et des juristes compétents vont le démontrer. J'ai passé le temps à rappeler ici que M. Cyrus Ngor a une hiérarchie, c'est un fonctionnaire. Est-ce qu'un fonctionnaire peut désobéir à sa hiérarchie? Quand vous convoquez les soi-disant 2 paiements pour le même objet, c'est M. Atou qui dit que c'est 2 paiements pour le même objet. Non, c'est lui. Non, ce n'est pas un fait. C'est M. Atou qui dit. Non. Vous reprenez à votre compte les propos de M. Atou. Ce qu'il lui est reproché. Non, vous reprenez à votre compte les propos du dénonciateur. Voilà. Voilà, vous comprenez donc. Vous pensez que les enquêteurs se basent sur quoi? Sur cette dénonciation? Je vous dis donc. Voilà. Non, je vous dis donc. Justement, le dénonciateur a dit que c'est 2 paiements pour le même objet. C'est ce que le dénonciateur dit. Oui, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est pourquoi les enquêtes. C'est ce qu'il dit. C'est ce que je vous dis depuis, non? C'est ce que j'ai en train de vous dire. 1. Et de 2. Il faut rappeler aussi ce que dit le communiqué du port autonome. M. Cyrus Ngor dit sur la question que, permettez que je cherche, l'homme n'est rien sans son bord. C'est important. Tout à fait. Il dit ceci. C'est le lieu de souligner que le mécanisme de paiement des décomptes du contrat en question, ainsi que les garanties et cautions qui ont été exigées à la société Portsec, c'est bien, SA, sont des clauses contractuelles du marché spécial. Que le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, PAD, et le prestataire Portsec, SA, sont tenus de respecter. Il en est ici de l'adresse et du numéro de compte bancaire vers lequel l'entreprise a choisi de se faire payer. Et de rappeler aussi que le contrôle du caractère licite ou non des transactions financières internationales n'est pas de la responsabilité de Douala, mais de la compétence des banques, de la BEAC et autres institutions dédiées de l'espace CEMAC. C'est pas clair ça? Ce que vous risquez de tomber sur ce qu'il ne faut pas dire, Monsieur le Président. Ne cherchez pas à dédouaner qui que ce soit. Non. Relatez les faits Je et laissez... Parce Non. que quand vous dites que ce n'est pas Mais clair, ça, là... c'est comme si vous préférez faire cause pour une partie. Je voudrais qu'on relate les faits et on laisse qui de droit en juger. Merci beaucoup. Vous risquez de me reprocher ce que vous faites. Ok. Parce que ça ne pas comprendre que j'oppose à un document public, entre guillemets, et le document public. Pourquoi fait seulement ne pas voir ça? Vous m'accusez de quoi? Il y a 2 documents. Comment? Je fais quoi opposer? Vous m'accusez des choses. Moi, je n'ai pas envie de vous soupçonner, vous, de faire ce que vous me reprochez. Je ne fais qu'opposer un document public et le document public. Non. Lisez et laissez. Non, vous ne faites pas de commentaires après. Non. Lisez et lisez. Non. Ce que monsieur le dénonciateur dit, ça l'engage. Et les enquêteurs sont là pour savoir si c'est vrai ou pas. Le communiqué du PAD ou alors de M. Ngor et de son équipe, ça les engage. Maintenant, vous pouvez confronter les deux sans dire que c'est clair. Quand vous dites que c'est clair, ça veut tout simplement dire que voilà la vie. Non, c'est pas un plus de Bon, dans tous les cas, non. Monsieur le Président, je retire mes observations si ce n'est pas de votre goût. Je vous en prie, monsieur le juge. Voilà, je suis en train de vous dire que je suis en train de poser un document public. Et ce débat, s'il ne sert à rien, ce débat ne peut pas avoir de contenu si nous ne prenons pas à notre compte les éléments qui sont mis sur la table. On parle de quoi? Moi, je ne suis pas un agent du port. Mais nous sommes obligés de parler d'un sujet et nous ramassons tous les éléments qui sont à notre disposition. Mais c'est ça un débat public. C'est ce que vous faites vous-même. C'est ce que je suis en train de faire. Et quand je compare les deux, les choses sont... Ce qu'il dit là, c'est valable pour tout ce qui concerne les transactions financières, comme on voyait à l'étranger. Monsieur Kounié, vous le savez. Mais c'est tout ce que je suis en train de rappeler. Donc je dis que si vous êtes sérieux, si cette affaire est sérieuse, vous commencez à la BEAC, vous commencez dans toutes les institutions qui sont dédiées, et vous commencez par le secrétaire général de la présidence du Cameroun, monsieur le Dieu. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que quoi? Personne, vous et moi, nous ne savons pas si les 2 paiements en question du même objet, entre guillemets, n'étaient pas des ordres de la hiérarchie de monsieur Cyrus Ngor. Et notre rôle, c'est d'opposer des éléments pour que l'opinion choisisse en connaissance de cause. C'est tout ce que je suis en train de faire. Donc rassurez-vous, moi, je ne vous accuse de rien. Ok, d'accord. Quand j'ai dit ça, non, je voudrais dire que tout à l'heure, mon ami Kounié fait semblant ou bien diabolise le nationalisme. Je voudrais vous rappeler, M. Kounié, que la réponse à ce que vous semblez dénoncer, c'est-à-dire la prédation internationale, c'est le mot. C'est la prédation internationale. Vous l'avez dit vous-même. C'est le nationalisme. Mais pourquoi vous diabolisez le nationalisme et en même temps, vous dénoncez la prédation internationale?
La réponse à cette prédation internationale, c'est quoi? Ce n'est pas le patriotisme et le nationalisme. C'est-à-dire, sous-entend un patriotisme compétent. Évidemment. C'est quoi? Il n'y a pas d'autre réponse à ça. Et M. Cyrus Ngo est en train de faire du patriotisme. Il n'est pas le seul. La CNPS, ce n'est pas la seule entreprise publique qu'on peut magnifier. La CNPS, ce n'est pas la seule entreprise. Et notre rôle est d'encourager des choses comme ça. Qui sont dans le système que vous dénoncez. Notre rôle, on est d'encourager ça. Donc, moi, je constate une chose, c'est que vous êtes virulent par rapport au régime qui est en place, mais vous êtes un parti néolibéral. Vous ne vous en cachez pas. C'est dans votre programme économique, je ne vous insulte pas, vous le savez, c'est dans votre programme, que j'ai pris le soin de lire. Vous êtes un parti d'orientation néolibérale. Alors, le RDPC est néolibéral, vous êtes néolibéral, vous dénoncez le RDPC. Bon, moi je ne suis pas un néolibéral. Vous le savez vous-même, moi je ne suis pas néolibéral. Moi je ne peux pas comprendre comment un néolibéral dénonce un autre néolibéral. Oui, mais un néolibéral peut estimer que l'autre néolibéral fait mal. Et qu'il faut quitter pour que lui vienne faire le bon néolibéral. Non, Abel, je vous en prie. Abel, je voulais simplement démontrer, je voulais dire que le sujet est sérieux. Ton problème, c'est qu'il ne faut pas changer les hommes, c'est les systèmes qu'il faut changer. Le problème, vous avez tout compris, c'est la bataille que nous menons depuis. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est un sujet trop sérieux pour qu'on l'enferme dans les combats politiciens. Nous essayons de sortir de ça. Le FMI fait de la prédation internationale. Je suis d'accord avec mon ami du RDPC quand il convoque la situation des pays que vous prenez pour modèle. Votre président surtout prend pour modèle. C'est-à-dire quoi? Vous dites qu'ils s'endettent dans leur propre monnaie. Ça ne change rien à la situation. L'Allemagne a sa monnaie. Et pourquoi l'Allemagne est mieux gérée, par exemple, que la France? Pourquoi? Pourquoi l'Allemagne est mieux gérée que les États-Unis? En termes de bonne gouvernance, est-ce qu'il y a un pays sur cette terre qui est mal gouverné aussi que les États-Unis? Est-ce qu'il y a un pays aussi corrompu que les États-Unis? Les relations des États-Unis avec l'Arabie Saoudite, c'est quoi? C'est la plus grosse corruption de tous les temps. De tous les temps. C'est une corruption qu'on ne peut même pas définir. Elle aime légaliser aux États-Unis. Pareil en France. Il y a 6 mois ou 7 mois, le représentant régional FMI Europe a dit que la France doit être mise à ajustement structurel. C'est exact. Bon, écoutez, ok, d'accord. Il a dit que c'est parce que c'est une puissance que la France n'a pas encore subi le sort de la Grèce. Donc ce ne sont pas des critères économiques, stricto sensu, qui gouvernent les actions, n'est-ce pas, de ce que vous appelez communauté internationale au niveau des finances. Il y a les relations de puissance. Dès que vous êtes puissant, vous pouvez voler, mal gouverner, on ne vous fait rien. Mais si un pays est faible, tout ce qu'il fait, c'est la malgouvernance, on lui impose toutes sortes de programmes d'austérité, tout ce que vous voulez. C'est de cela que je dis que ce n'est pas normal. Il faut dénoncer ça, et nous on dénonce ça. Sur la question du rôle du FMI, vous savez très bien, monsieur Kounié, d'abord, son rôle s'était arrêté après la reconstruction de l'Europe. On lui a fabriqué un nouveau rôle, essentiellement tourné vers les pays africains. Basé sur le fait qu'évidemment, vous dites, ok, les pays qui ont des problèmes de déficit budgétaire doivent aller au FMI. Oui, mais sauf que ces pays-là, on sait très bien que ces pays seront toujours en déficit à cause de l'iniquité des termes et de l'échange. À cause du fait qu'ils n'ont aucune maîtrise des produits qu'ils vendent. Et que ces produits-là, les prix sont fixés par ceux qui font semblant de dénoncer la nouvelle gouvernance, alors qu'ils volent, ils pratiquent du vol. Ce sont des choses qui ont des incidences graves, n'est-ce pas, sur nos pays. Ça n'exclut pas le fait qu'évidemment, il y a la corruption chez nous. Les gens volent, les gens pillent. Mais la corruption en France, aux États-Unis et au Cameroun, toutes choses étant légales par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi, n'est-ce pas, le FMI a pour champ de prédilection les pays africains. Mais vous savez que moi, je ne partage pas la politique du gouvernement concernant le FMI. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mais est-ce qu'on doit justifier ce qui se passe au port autonome parce que, dit-on, on est dans le gueule du FMI? Non. Vous ne pouvez pas arrêter quand vous êtes endetté. Non, pourquoi? Ça veut dire quoi la dette? Mais il veut dire que les Américains, qui est plus endetté que les États-Unis? C'est leur monnaie, mais c'est la monnaie de réserve internationale, vous le savez. Bien sûr, donc ce n'est plus leur monnaie en tant que tel. Mais voyez ce qu'ils en font. Quand ils sont en mauvaise situation, ils dévaluent le dollar quand ça les arrange. Ils s'évaluent quand ça les arrange, sans demander l'avis des autres pays. Pourtant, c'est un système monétaire international. Ça, ce n'est pas des pratiques normales, c'est des pratiques de puissance. La puissance, ce n'est pas la vérité. La puissance, ce n'est pas la justice. Le Bible vient de vous le rappeler. Moi, je voudrais revenir sur l'unité du pouvoir exécutif dans notre pays. Abel tout à l'heure l'a rappelé.
Ce qui déclenche l'action judiciaire là relève du pouvoir exécutif. Monsieur Mouton. Monsieur Cyrus Ngor n'exécute que les ordres du chef de l'État du Cameroun. Vous faites semblant de ne pas savoir que le port dépend directement du président. Tout à fait. Pourquoi on fait semblant de ne pas voir ça? Donc, monsieur Cyrus Ngor exécute les ordres qu'il reçoit du chef de l'État du Cameroun. Quand un démembrement de l'exécutif déclenche une action judiciaire contre quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité du chef de l'État du Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? TCS, tout ça, ça dépend du président de la République, on le sait. Quand le président dit arrêter, ils arrêtent. Le CAVAPES nous instruit. Très bien. Quand le président dit déclencher une procédure, d'ailleurs, pour le cas du Covid-Gate, on a tous vu que le secrétaire général de la présidence a demandé au patron de la justice de déclencher cette procédure. Il a dit que c'est instruction du chef de l'État. Donc, moi, je ne comprends pas l'émiettement, la division de l'unité de pouvoir exécutif sur la question. C'est une question aussi sensible d'intérêt national, sur le plan économique, sur le plan de la souveraineté du pays, qu'il n'y a pas de cohérence entre l'action du chef de l'État et les déclenchements des procédures judiciaires. Alors, ça nous serait, on aurait compris, si la même célérité que nous sommes en train de voir, et qui serait une bonne chose pour notre pays, mais s'appliquait à tous les problèmes qui sont censés être poursuivis. Mais comment on peut observer une telle sévérité sur le cas de Ngos, alors qu'il y a beaucoup de cas qui sont là, qu'on fait semblant de ne pas voir. Et je répète que le fait que quelqu'un détienne, confisque, prenne en plein jour le patrimoine de l'État pendant des années, sans qu'on ne lui fait rien, c'est un scandale très grave pour notre pays. C'est un scandale grave. Ça peut continuer comme ça. Il y a plein de scandales. Moi, je n'ai rien. Non, Nous avons des prisonniers politiques, c'est un scandale. C'est pas la question, s'il vous plaît. Oui, mais c'est un pays de scandale. Vous voulez faire comme vous voyez le scandale aujourd'hui? S'il vous plaît, monsieur. Oui, tout ça, c'est des scandales. Merci beaucoup. Et c'est des scandales qui viennent de la justice. Vous savez, Voilà. monsieur. Donc, ne nous montrez pas de scandale dans la justice. Vous ne m'entraînerez pas sur votre terrain. Ouais, c'est un scandale comme les autres. Vous ne m'entraînerez pas sur un terrain. C'est parce qu'il y a 1000 scandales qu'on va se taire sur un scandale qui est en train, n'est-ce pas? Ok, vous avez donc raison. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Je parle de ça, ça veut dire que. Mais pour nous, je parle d'autres scandales avec vous. On en a eu à parler plusieurs fois. Oui, en plus. Ils sont en train de dire que ce scandale-là, puisque ça concerne le cas qui est sur la table, est grave. Et démontre que cette affaire, c'est une affaire politique. Monsieur Moutouma, dites-moi, puisqu'on dit que ce n'est pas une affaire politique, vous m'expliquez par quelle magie une entreprise suisse nous démontre, bien nous dit que votre port-là, je vous donne près de 400 milliards en 15 ans, pendant que M. Bolloré nous dit qu'il nous donne 62 milliards en 15 ans. C'est le même port. Presque 2 milliards. Non, c'est le même port. Mais voyez les enjeux. Comment Bolloré a fait pour avoir cette affaire? C'est la question fondamentale. Les Suisses disent que votre port-là, même s'il est mal géré, même s'il n'est pas arrimé aux standards internationaux, je vous donne près de 400 milliards sur 15 ans en termes de redevance. C'est une vente aux enchères. Non, c'est ce qu'ils ont dit. C'est l'offre qui a été faite Oui, par il. mais Bolloré a eu la vente aux enchères. Bon, c'est ce qu'on a. Bon, on se comprend. Donc, le même Bolloré dit que le port là vaut 60... Combien de milliards? 62 milliards sur 15 ans. Et il a eu le port là. Bon, même si c'était dans une vente aux enchères. Vente aux enchères. On peut vendre à qui? Mais on a vendu aux enchères, mais... Non, on vend aux enchères pour faire une seule personne. Pourquoi tu déranges Badakani alors que tu es d'accord avec lui? Il faut donc savoir les enjeux de cette affaire. Et le port autonome, la régie terminale compte, c'était la poule aux œufs d'or de M. Bolloré. Nous avons des documents. Il a puisé plus de 5 000 milliards en 15 ans. Bien sûr. Je dis plus. Mais si pour une fois dans ce pays, on dit qu'on reprend ça, et que les 5 000 milliards là, qui ont été pillés en 15 ans, depuis que le monsieur a pris la concession, peut être renvoyé dans les caisses de l'État. Mais quel est ce pays où tout ce qu'on trouve à faire, c'est qu'une partie de l'État se dresse contre celui qui est l'instrument du président pour accomplir une telle politique? Il y a un problème. C'est une affaire politique. C'est pas une affaire, c'est une affaire éminemment politique. Et moi, je vous dis, je suppose quelque chose. Allez-y. Et là, mettez le Dieu va m'excuser. Très rapidement, s'il vous plaît. J'ai l'impression que l'affaire de Cyrus, l'affaire là, on nous amène quelque part alors qu'on vise ailleurs. J'ai l'impression qu'on va amener le président, à remettre Cambrai à Bolloré. En faisant pression au niveau du PAD, on va amener le président qui n'a pas le choix pour dire ok, compensons. Faisons une compensation.
Bolloré, laisse. Moi, je te donne Cam-Rai. Et ceux qui ont pris l'argent à Bolloré, les ministres de Yaoundé qui ont pris l'argent et qui n'ont pas donné le port à Bolloré, vont dire qu'ok, on va brader, comme on a bradé la première fois, et puis l'affaire clôt, on calme l'affaire. Je soupçonne qu'on est en train de faire, c'est une stratégie économique. D'accord. Si, président. Oui, on va conclure, s'il vous plaît. Non, on va être écoute. S'il vous plaît, il nous reste un peu de temps. Monsieur le Président, Je vous en prie. alors s'il en est ainsi, qui serait antipatriote entre les deux bras, les deux grands qui se jouent par personne interposée? Vous parlez de qui? Les deux grands ministres d'État de la République qui Non, sont dans cette affaire par personne interposée. Je vous ai parlé. Qui serait antipatriote? Vous savez, je vais vous répondre. Le président de ce pays a parlé de l'INERC. En une minute. Oui, je suis sûr. C'est ce qu'on appelle l'INERC. Quand on dit que... C'est quoi le président dit que l'État est paralysé. Parce que les barons, l'État est... Comment on dit ça? Est démembré et les morceaux sont confisqués par les barons. Parce qu'ils ont des ambitions. Et quand ils s'enfrontent, donc ça paralyse l'action de l'État. Le président appelle ça l'INERC, dans un langage présidentiel. Mais c'est ce que ça veut dire. Mais notre rôle, c'est d'identifier les acteurs de l'INERC. Parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. D'accord. Et avec un mauvais projet pour le Cameroun. Je veux savoir, Bolloré, Je vous dis donc, écoutez, manipulerait qui? non, S'il vous plaît, monsieur. je peux pas vous répondre parce que je n'ai pas les éléments. Qui vous dit même qu'il n'est pas exclu que les deux là se mettent ensemble? Merci beaucoup. Non, mais je chute. C'est tout ma Vous chuterez une fois pour toutes. Il ne faut pas qu'on nous manipule. Hein. Il n'est pas exclu que les deux là même se mettent ensemble. Ça arrivait dans ce pays, se mettent ensemble. À un moment donné. Pour les intérêts de leur maître. Vous comprenez? Donc, cette affaire-là, je vous dis que c'est de la stratégie. Quand on fait pression sur le président quand il est à l'étranger, et qu'on sait que parmi les financements, parmi les financeurs, certains sont à Yaoundé. Vous ne parlez pas, certains sont à Yaoundé. Quand on fait pression sur le président, ça ne marche pas. On revient ici, on crée une affaire comme ça. Alors qu'on a vu qu'on nous a peint des vieux wagons qui relèvent du 15e siècle, on a peint ça pour venir présenter au Cameroun que non, vraiment, voici, nous sommes performants. Il n'est pas exclu que dans l'affaire, l'enjeu soit d'obliger le président à un moment donné à dire ok, je fais la compensation, laissez-moi tranquille, j'ai pris le port, c'est non négociable, je vous remets Cam-Rai. D'accord, merci C'est beaucoup. le Cameroun qui va perdre. Alors, Maître Joe, on entend. Non, moi je ne diabolise pas mon pays. D'autant plus que ce que je prêche mon pays est fait en grandeur nature par les pays qu'on prend pour référence. Je dénonce les dysfonctionnements et je vois par quel mécanisme on peut en sortir. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit certaines choses. Je ne sais pas si les 9 000 milliards dont tu parles, ça ne se passe exactement comme ça. Il faut qu'il me le démontre. Je veux le démontrer. Je t'envoie le texte. Oui, je vous t'envoie le texte. Monsieur. Oui, envoyez-le moi. Tu sais que quand tu me montres un truc qui est vrai, n'est pas agité. Je te dis que tu as eu raison. Je vais me chercher. Je dis que je ne sais pas. Ce que je veux dire à M. Kounia, c'est que le FMI dont tout à l'heure il parle, ce n'est pas le seul partenaire du Cameroun. C'est pas le seul partenaire du Cameroun. Allez voir les chiffres de la BR. Le Cameroun, depuis 2016, je crois, 2010 même, par exemple, a refusé de reverser notre quote-part en termes de devises dans le compte d'opération, sans bruit. C'était des bagarres. Allez voir. Allez fouiller, vous allez voir. Ça a duré. C'est même ça qui déclenche la réaction du Fonds monétaire international qui demande de dévaluer. Entre autres raisons, on a dit qu'on ne dévalue pas. Il y a quand même des choses qui montrent quand même que des batailles se mènent dans la situation où des contraintes internationales, la mafia internationale, la prédation internationale nous laisse peu de manœuvre. Vous avez depuis 2004, je ne me trompe pas, près de 12 000 milliards qui ont été investis dans ce pays en termes de projets structurants. Le FMI a dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, qu'il faut arrêter ça. Comment vous allez développer votre pays si la matrice fondamentale de l'économie, en termes d'infrastructure, n'est pas là? On a ce pays, 12 000 milliards, je vous donne des faits, vous pouvez aller vérifier, qui a été investi dans ce pays. Pour la plus une bonne part vient de la Chine, notre partenaire stratégique avec la Chine. On voit que le Cameroun a une diversité de partenariats qu'il faut tenir, donc il faut intégrer ça dans l'analyse quand on parle de rapport avec le FMI. Qu'est-ce que je veux démontrer? Je veux dire que si on est juste, il faut reconnaître que des dynamiques sont à l'œuvre dans ce système, c'est de la dialectique politique, pour essayer de briser les carcans internationaux. Ce n'est pas facile, parce que la mafia internationale est si forte, elle tue des présidents, elle met le pays à feu et à sang pour imposer ses viciés économiques. Il faut tenir compte de ça. Elle n'est pas faire comme si vraiment il n'y avait pas tout ça. Surtout que, je chute, surtout que des présidents de partis appellent matin, midi, soir à l'étranger à venir intervenir dans notre pays. Ce qui signifie que
Ce qui signifie que les dénonciations ne sont pas sérieuses. D'accord, merci. Abel Biloubé, 1 minute s'il vous plaît. Oui, ça va nous donner également dans voilà quelques SMS. Bandakani a établi en quelque sorte ce que j'ai l'habitude de dire. Cette opposition qui ne fait pas attention aux détails, qui existent et qui finissent par montrer qu'elle n'est pas finalement crédible. Et on se donne pour ligne de conduite d'essayer, on se bat pour démontrer que le pays est mal gouverné. Mais le pays est mal gouverné, ça tout le monde le sait. La vraie question c'est, on fait donc comment? Si c'est simplement pour venir dire aux gens que le pays est mal gouverné, 9 000 milliards d'ici, etc., ça on n'aura pas beaucoup avancé. Pour revenir à ce que nous avons eu comme travail ce soir, de réfléchir sur cette affaire du port autonome, je crois que les discussions que nous avons eues ont montré qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Les gens ont des problèmes, ils ont des combats, ils ont des groupes, des camps, et ils croient qu'ils peuvent utiliser la justice. Bon. Je sortirai en parlant du cabinet Atou. D'abord, le principe de la dénonciation. Je croyais que les dénonciateurs restaient anonymes. Je croyais que les dénonciateurs restaient anonymes. Parce que je ne comprends pas comment un dénonciateur ainsi s'assume comme dénonciateur. Qu'est-ce qu'il en sera si sa dénonciation advenait à être fausse? C'est ça la question. Qui a informé l'opinion que le dénonciateur, c'est le cabinet Atou? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le cabinet Atou, je croyais qu'il pouvait dénoncer ce qui était en rapport avec ses relations avec le port. Mais il dénonce sur le fonctionnement du port en rapport avec une autre entreprise. Il est fondamental qu'on se pose la question, il a accédé à ces éléments-là comment? Mais c'est pas interdit non plus. Non, si. Je ne pense pas que le cabinet Atou reste et va consulter les ordres de paiement que le port autonome fait à l'endroit de ses clients à travers le monde. Je croyais que les banques ont la réserve par rapport à ce type d'informations. Ah ben et donc qu'est-ce qu'on a retenu? Donc le cabinet Atou accède là à des informations par des mécanismes qui sont en train de devenir monnaie courante, qui consiste à mettre sur la place publique des éléments dont certains sont faux. Vous avez vu dernièrement des documents circulés ici par rapport au Covid qui étaient une synthèse d'un rapport qui n'est pas sorti. D'accord. Donc, vous voyez des choses comme ça. Et on dit dans la synthèse que ce qui est écrit n'engage pas ceux qui sont censés faire le rapport. Merci. Pour dire que si demain, il apparaît que le rapport dit le contraire de la synthèse, eh bien, il ne faut pas... Merci vous voyez que nous sommes dans un très mauvais jeu, un jeu malsain. Je crois qu'on doit rappeler aux juges ce qui est dit, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Merci beaucoup, Abel Limbilobé. Alors, De nombreux observateurs présentent cette affaire comme un règlement de compte entre clans au pouvoir. Selon cette opinion, ce procès cache une bataille entre deux camps de puissants membres du gouvernement. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.